Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 11e mémo, et cette fois-ci, c'est Impact et GEM-ONU qui nous font l'honneur d'être nos invités sur le plateau. Fraîchement rentrés de Glasgow, ils vont nous parler de leur expérience à la COP26, soit la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, présentée comme la conférence de la dernière chance, comme l'avait été celle de la COP25 et de la COP24. Elle a eu lieu dans un contexte marqué par la multiplication des catastrophes naturelles, en lien avec le réchauffement climatique. Elle visait à opérer un bilan de l'accord de Paris signé en 2015 et à proposer des solutions visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a fait en effet état dans son dernier rapport paru au mois d'août de l'accélération plus rapide qu'estimée du réchauffement climatique. La température à l'échelle de la planète a d'ores et déjà augmenté d'1,1 degré par rapport à la deuxième moitié du XIXe siècle. Le seuil de 1,5 degré Celsius pourrait être franchi d'ici 2030, soit plus rapidement qu'estimé dans les rapports précédents du GIEC. Alerte rouge, passé le réchauffement d'1,5 degré Celsius de la planète, les scientifiques estiment que la Terre souffrira des dommages irréparables. Yanis, Alicia, Yuna, merci d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs ? Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Yanis, je suis l'actuel président d'Impact. Ça nous paraissait très important d'être présent à la COP. C'est un projet qui a été lancé l'année dernière par l'ancienne équipe, qui a pu prendre son envol cette année grâce à la collaboration avec GEM-ONU et également le pôle Sustainability de GEM pour pouvoir vraiment médiatiser de notre point de vue et comprendre ce qu'était la COP. Et pour ce faire, on y allait à plusieurs. Et il y avait également Alicia. Bonjour à tous et à toutes surtout. Du coup, moi c'est Alicia, responsable RSE à Impact. Et tout comme Yanis, je pense que ce projet de la COP26 était très important pour Impact. C'était un beau projet commun avec GEM-ONU. Et du coup, il y a aussi Yuna. Donc salut à toutes et à tous, moi c'est Yuna, je suis la responsable UNEP de GEM-ONU. Et nous, ça nous tenait particulièrement à cœur de faire partie de ce projet et d'aller à la COP26. Pour suivre notamment les négociations, parce que nous, on est une association de diplomatie et relations internationales, donc on avait vraiment envie d'être au cœur de ces sujets-là, et puis d'autant plus sur l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport intitulé Emission Gap, dans lequel il estime qu'avec les engagements actuels de la part d'environ 150 pays, s'ils étaient tenus, les émissions mondiales seraient réduites de 7,5% d'ici 2030. Or, pour que le réchauffement climatique soit limité à ces fameux 1,5 degrés Celsius, le GIEC estime que la baisse des émissions devrait être de 55%. On est donc très loin du compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les engagements pris par les États lors de la COP26 sont décevants ? Et quelles étaient les mesures qu'on attendait réellement ? Alors oui, en tout cas, on n'est pas les seuls jeunes étudiants, étudiantes, activistes à être un peu déçus des résultats de la COP26. La principale raison, je dirais, c'est qu'on attendait des plans d'action. C'est très intéressant de voir des engagements à long terme, des engagements pour 2030, des engagements à 2050 de réduction des gaz à effet de serre. En revanche, si on n'a pas de plan d'action, ça peut signifier qu'on va faire tout comme avant jusqu'en 2049 et qu'en 2050, quand il n'y aura plus de pétrole, plus rien à brûler, alors on va souffrir une grande baisse des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on n'aura plus rien à consommer. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va résoudre le changement climatique. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui vraiment m'interpelle puisqu'on a vu ce genre de comportement de manière très visuelle à la COP, et je pense notamment à plusieurs interventions qu'a fait Fatih Birol, le secrétaire général actuel de l'Agence internationale de l'énergie, qui se félicitait des engagements pris jusqu'alors, alors c'était au milieu de la première semaine, et qui se félicitait des engagements pris par les États qui, s'ils venaient à être complètement respectés, arriveraient à limiter le réchauffement climatique à 1,8 degré. Pour nous, c'est absolument pas suffisant. Et les États eux-mêmes n'ont pas réussi à nous montrer qu'ils avaient des plans d'action, des idées de comment arriver à limiter ce réchauffement climatique. Et ça se voit très bien dans les différentes citations, les différentes déclarations qui ont été faites. On parle du méthane d'ici 2030, on parle du CO2 d'ici 2050. Mais on n'a toujours pas de plan d'action au niveau étatique, puisque le problème, c'est qu'il nous manque de la volonté politique. Et sans cela, on ne peut pas aller bien loin. Ce qui est particulièrement inquiétant quand même, c'est de se dire que même les prévisions du GIEC il y a quelques années, en 2015, qui étaient déjà affolantes, ça accélère plus rapidement que ce qu'ils avaient prévu. Et quand on entend à quel point les mesures qu'on prend dans ce genre de convention, les mesures que les États s'engagent à respecter, sont disproportionnées face à l'urgence climatique, je trouve qu'il est très facile d'être fataliste. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné quand même de l'espoir, qui vous ont dit que c'était un engagement qui avait quand même du sens et qui, quelque part, ferait la différence ? Ou est-ce que vous dites on est foutu ?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'espoir, mais sur place, on a pu rencontrer notamment des peuples indigènes qui sont les premiers en fait impactés par le réchauffement climatique et qui en souffrent énormément. Et ils ont pu être invités à différentes conférences pour parler de leur situation, de leurs problèmes. Et beaucoup d'États, de pays s'engageaient à les aider sur certains points. Alors, parler d'espoir, je ne sais pas vraiment, parce que c'est vrai que, comme on disait juste avant, c'est très difficile de capter les engagements qui vont être pris pour le futur. Ils sont pris en compte, il y a une volonté quand même de les intégrer. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus plu dans ce que j'ai pu voir en tout cas. Oui, effectivement, et être fataliste, ça nous mènera pour moi pas à grand-chose. Et j'ai compensé, en tout cas personnellement, effectivement la petite déception des engagements pris par une meilleure compréhension de ce qu'était une COP. Quand on comprend véritablement ce qu'est une COP, quand on comprend que les attentes qu'on avait avant d'y aller n'étaient pas adaptées au format de ces conférences, on comprend aussi que les actions qu'on voulait prendre, ce qu'on en attendait, ne pouvaient jamais arriver. Pour moi, le fait d'avoir appris ce qu'était une COP, ça me rend optimiste dans le sens où on a de nouveaux moyens d'action. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on sait qu'à la COP, on ne va pas prendre d'engagements supranationaux qui vont contraindre les États à nous donner des plans d'action, qui vont contraindre les États à s'engager pour 2050, pour 2030, etc., ben on sait que c'est au niveau des États aussi de faire leur travail chez eux pour avoir des plans d'action nationaux. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est le fait que de plus en plus de jeunes, étudiants soient là-bas, afin de médiatiser ça parmi les populations les plus jeunes et parmi les populations qui ne sont pas forcément très formées à ces sujets-là. Et pour effectivement faire un parallèle avec ce que disait Yuna, malgré tout, les COP, on peut dire que de l'extérieur que c'est de la merde, que ça sert à rien. On peut toujours aussi se demander par contre où on en serait s'il n'y avait jamais eu les COP, parce qu'il y a quand même eu du bon. Malgré tout, on s'est enfin engagé pour le méthane cette année, alors qu'auparavant, le méthane n'avait jamais été mentionné dans les accords. La COP, malgré tout, est inclusive, comme disait Yuna. À la COP, les peuples indigènes, les petits pays ont autant de voix, peut-être pas autant d'influence, mais autant de voix dans les négociations que les États-Unis d'Amérique. C'est un très bon point, je pense. Et malgré tout, c'est un bon moyen d'accélérer les négociations qui sont en cours chaque année, tout au long de l'année, mais qu'il est important de savoir que c'est pas ici qu'on va prendre des décisions qui vont contraindre tout le monde. Ok. Et est-ce que du coup tu peux dire à nos auditeurs ce que c'est qu'une COP, justement, et en quoi c'est pas du tout un format approprié Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, les négociations internationales autour du réchauffement climatique et de comment le limiter, elles ont lieu toutes les années, tout au long de l'année. Il y a des accords bilatéraux qui se forment entre les pays, il y a des corps, alors ce qu'on appelle des corps subsidiaires techniques qui se rassemblent, c'est-à-dire des délégations de négociateurs de pays qui se rassemblent plusieurs fois par an afin de faire avancer ces négociations. Et la COP est simplement entre guillemets, attention, simplement un moment où on va rassembler toutes les délégations afin de négocier plus rapidement. Ça accélère les négociations et on tente d'arriver à un accord parce que c'est compliqué, bien évidemment, d'avoir l'entièreté des pays de la Terre réunis autour d'une table pendant un moment et prendre une décision. C'est extrêmement difficile et on a pu le voir, nous, en assistant à plusieurs réunions de négociation. Ouais. Et l'intérêt de la COP, c'est justement ça, de rassembler toutes les négociations afin de mettre tout le monde au même niveau, au même moment, et voir les points qui bloquent, afin de ramener tout le monde autour de la table et de se dire « Ok, on a 2 semaines, on est là que pour ça. Il faut qu'on arrive à faire un pas de plus. Là où ça bloquait avant, il faut faire en sorte que ça bloque moins. » C'est ça pour moi la COP. Ok. À quoi est-ce que ça ressemblait, parce que tu parles du coup des négociations, à quoi est-ce que ça ressemblait une journée pour vous à la COP26 ? Qu'est-ce que vous y faisiez ? Alors, pour le coup, en fait, le premier jour, on est arrivé à Glasgow à 7h du matin. On avait fait 10 heures de bus, horrible, de Londres à Glasgow. Donc, on n'était pas très réveillés, mais on s'est dit, bon, on va déposer nos valises, nos bagages, et on va aller dans la Blue Zone, donc la zone où se passent toutes les négociations, où sont tous les pavillons de chaque pays et délégation. Donc, on est arrivé vers 11h, je crois, là-bas, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On était vraiment perdus le premier jour. Je me rappelle qu'avec Yanis, on s'est dit, bon, on va peut-être contacter les autres délégations françaises étudiantes. Donc, on allait voir le RESES, et ils nous ont un peu expliqué ce qu'on devait faire.
Et ensuite, c'était surtout le deuxième jour qu'on a commencé à regarder un peu les programmes. En fait, la veille, on regardait, on était 5 pour la première semaine, donc on s'était dit qu'on allait se dispatcher sur différentes conférences et négociations. Sauf qu'on a vite compris que en fait, certaines négociations étaient fermées. On n'avait pas accès à tout avec notre petit badge jaune observateur, donc il n'y avait pas vraiment de journée type justement parce que... il y avait tellement... En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent sur une journée. Donc, il y avait, je sais pas combien, une 50aine de pavillons. Et chaque pavillon a des conférences. Chaque jour avait un thème. Par exemple, le premier jour, je ne me rappelle plus c'était quel thème. L'énergie, la finance. Et du coup, toutes les conférences étaient sur la thématique de la finance. Donc, il n'y avait pas vraiment de journée type. Et vous avez pu assister du coup à certaines négos. Tu dis qu'il y en a qui se font à huis clos. Qu'est-ce qui détermine si une négociation est publique ou à huis clos ? En fait, il n'y avait pas... C'est vrai que ces négociations, c'était quand même assez hors du temps, entre guillemets, parce qu'on était très peu au courant de ce qui se passait. On avait les thèmes de ces négociations, on pouvait les voir sur les grands écrans quand on arrivait. Mais c'était très compliqué d'avoir accès à ce qui se passait à l'intérieur. Et on ne savait pas exactement ce qui déterminait le fait que ce soit à huis clos ou non. Sûrement, des fois, la présence de chefs d'État importants. Et puis même quand elles n'étaient pas à huis clos, c'était très difficile d'accès parce que tout le monde voulait y assister. Et il fallait vraiment arriver le premier, prendre sa place. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de négociation justement parce que c'était très, très compliqué. Moi, c'est ce point-là aussi que je trouve dommage dans la mesure où... nous, je sais qu'on était venus pour ça, notamment Gemonu pour assister à ces négociations. Et finalement, très, très, très peu étaient ouvertes. Et on n'avait pas accès au cœur, en fait, pour moi, de ce qu'est une COP. C'est-à-dire les engagements pris par les États, la volonté d'aller plus loin, de penser au futur, etc. Pour répondre à ta question, on n'avait pas des raisons du huis clos de ces négociations. Ok. On n'a effectivement pas eu de raison officielle, ou en tout cas on ne les a pas encore trouvées. Par contre, on peut quand même imaginer qu'il y a une certaine volonté de garder un peu secret et d'éviter une médiatisation trop précoce de certaines décisions et de certaines négociations. Malgré tout, on a découvert là-bas, au contact d'autres délégations observatrices, et notamment des activistes, que l'intérêt des observateurs et l'un des rôles des délégations observatrices était aussi de pouvoir vérifier, faire du fact-checking, vérifier ce qui était dit et médiatiser à leur manière ce qui était dit, sans les filtres des délégations et des discours politiques, mais de médiatiser de manière très brute les négociations et les décisions qui étaient prises. Donc on peut facilement imaginer que cette négociation était un peu trop sensible, traitait de sujets un peu compliqués à traiter, dans lesquels forcément il y allait avoir beaucoup de déçus, et donc était faite à huis clos. Ce qui était intéressant de voir en revanche pour les négociations auxquelles on a pu assister malgré tout, c'est que cette distance-là entre le cœur de la négociation, c'est-à-dire une virgule dans un paragraphe, dans une annexe d'un contrat, parmi tant d'autres, prenait tellement de temps à véritablement être validée par l'ensemble des négociations et des délégations négociatrices, qu'on arrivait à se perdre en fait. On perdait un petit peu le lien des enjeux de terrain et des enjeux de négociation internationale. Mais c'est important qu'elles soient là, ces négociations internationales. Parce que cette virgule-là dans un texte, elle peut tout changer. Elle peut faire en sorte qu'on puisse contraindre au moins un tout petit peu un pays ou qu'on puisse lui donner totale liberté sur ses actions dans les prochaines années. Est-ce que vous avez des petites anecdotes, des choses que vous avez vécues, que vous voulez nous partager, que vous voulez raconter à nos auditeurs ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment une anecdote, c'est plutôt un ressenti général. Parce qu'on entend beaucoup parler dans la presse de la COP, ce qui se passe là-bas, les déçus, les lueurs d'espoir, etc. Et en étant là-bas, j'ai vraiment pu me rendre compte de ce qu'est une COP, comme on disait tout à l'heure. Mais surtout, j'ai été très déçue par mon expérience. Je ne pensais pas que... En fait, on se fait beaucoup d'espoir avant d'y aller. Nous, on avait personnellement, je pense, tous des grandes attentes. Et arrivé là-bas, ça ne s'est pas vraiment passé, en tout cas pas pour tout le monde, comme on l'espérait. Notamment pour vous raconter. Comme on le disait, chaque pays avait un pavillon. C'était beaucoup de m'as-tu vu. C'était très décoratif,
très greenwashing également. Beaucoup de pavillons avec plein de plantes, avec des structures en bois, pour montrer que le pays est impliqué dans tout ce qui est cause environnementale. Et au final, on a eu l'occasion en plus de discuter avec certaines personnes présentes sur les pavillons. Et on a pu notamment apprendre, par exemple, que pour le pavillon du Royaume-Uni, ils ont investi pour 2 semaines plus d'1 million de dollars, simplement pour 2 écrans géants, une petite buvette et quelques plantes. Enfin, je trouve ça assez aberrant de faire ça à une COP, alors que certains pavillons, notamment indigènes, avaient simplement une structure des plus classiques, et ça attirait peu de gens. Et je trouvais ça très dommage de ce point de vue-là. Mais de toute façon, c'est quand même un petit peu un monde d'hypocrites, si je peux dire entre guillemets, parce que quand on voit les chefs d'État qui viennent faire leur grand discours sur l'environnement, sur l'importance de prendre en compte toutes ces problématiques, et qui au final viennent et repartent en jet privé, c'est un monde vraiment à part, et j'ai pas l'impression qu'en fait ils aient vraiment cette conscience écologique. Voilà. Donc c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus un ressenti, une déception peut-être. Ouais, je voulais juste rajouter sur les pavillons et le greenwashing. Par exemple, il y avait le pavillon du Qatar. C'était une énorme structure avec des écrans incurvés tout le long du stand, avec des lustres, beaucoup de spots, etc. Et ce qu'ils étaient en train de vendre, c'était leur stade qu'ils venaient de construire et qui avait fait plus de 8000 morts, il me semble. Enfin, c'était complètement aberrant et je me suis même pas arrêtée, mais je le regardais de loin et je me disais, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Genre, vraiment, le pavillon le plus absurde pour moi, c'était celui du Qatar avec leurs lustres et les énormes télés, quoi. À la fin de cette semaine de COP et de toutes les discussions, de toutes les réflexions qu'il y a eu autour de ça, il est vraiment ressorti de la chose que c'était, pour moi, une véritable représentation parfaite, finalement, du monde actuel et surtout de ses inégalités. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a pu voir de grandes différences de représentation des délégations. Les indigènes, les jeunes étaient très peu présents. Si je peux donner un exemple, la délégation du Brésil était forte de plus de 500 membres, ce qui leur permettait d'être présents à quasiment toutes les réunions de négociation, alors que la délégation indigène, elle, était forte de moins d'une dizaine de membres, ce qui leur permettait évidemment pas d'être présents à toutes les négociations, de faire leur présentation et de se rendre visibles. Mais, parce qu'il y a un mais, le véritable changement avec le monde extérieur, finalement, c'est que la COP est un milieu confiné. Et là où les observateurs peuvent vraiment jouer un rôle, c'est que toutes ces catégories de personnes, que ce soit chefs d'État, activistes, membres d'une entreprise, étudiants, toutes ces catégories de personnes sont bien plus rapprochées, bien plus accessibles qu'avant. C'est-à-dire que les conférences qu'on a pu voir dans les pavillons, au final, ce sont des conférences qu'on peut voir à l'extérieur de la COP. Ce sont des pays qui vont vendre, entre guillemets, leurs solutions, même si elles ne peuvent pas être mises à l'échelle, mais elles le font. Ce qui change véritablement, c'est le public. C'est-à-dire que dans le public, en train d'écouter les personnes qui nous donnent ces solutions, il peut y avoir des membres de délégation, il peut y avoir des négociateurs, il peut y avoir des chefs d'État. Et ces chefs d'État, malgré tout, comme ça a pu nous arriver quand on a croisé le président actuel de la Colombie ou quand on a pu croiser Barbara Pompili, ils sont un peu plus accessibles qu'avant. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un petit moment pour discuter avec eux. Et c'est ces moments-là que les observateurs, pour moi, peuvent valoriser en essayant au mieux de faire valoir leur point de vue. Alors j'ai une question de notre ingé son. En direct. Vous avez parlé de la différence entre les observateurs et les décideurs. Est-ce que vous avez ressenti une différence aussi entre la nouvelle génération au courant des enjeux écologiques et des décideurs moins intéressés par ces enjeux? Je ne sais pas si les décideurs sont moins intéressés par ces enjeux, je ne dirais pas moins intéressés, mais peut-être en dehors des réalités, dans le sens où nous, les jeunes, on a vraiment conscience des problématiques environnementales parce qu'on va être les premiers impactés dans le futur par ça. Et je pense que les décideurs, aujourd'hui, enfin moi en tout cas de ce que j'ai vu, étaient loin d'être très très jeunes et sont peut-être un peu plus égoïstes entre guillemets, dans le sens où, alors oui, ils prennent des décisions, ils s'engagent sur divers plans, mais le respect de ces engagements, c'est vraiment tout autre chose et je pense qu'on peut constater
tous les jours en allumant sa télé, en regardant le journal, que ces décisions sont très loin d'être respectées. Je pense qu'on est tous conscients des enjeux climatiques aujourd'hui et de l'importance de les régler. Par contre, la volonté de le faire, je pense que c'est là où vraiment on sent une grande différence. Alors, égoïsme, je sais pas. Ce que je pense, c'est que ces gens-là sont dans des cercles de décision qui sont extrêmement compliqués, qui ont des cabinets derrière eux, qui doivent penser à leur électorat dans leur pays. Et malgré tout, ce sont des cercles très imbriqués et très compliqués à briser ou à dévoyer. Et donc, c'est là l'importance, effectivement, d'avoir des gens comme nous ou des activistes présents pour pouvoir ramener un petit peu de ce monde-là et essayer de tirer ces cercles un peu compliqués, un peu fermés tout là-haut, et les ramener un peu vers, les ramener les pieds Vers sur la terre. Exactement, exactement. Parce que ça se voyait dans les négociations, les enjeux internationaux, ils sont très très loin des enjeux de terrain, et on est là pour leur rappeler que c'est important. Et en leur ramenant les pieds sur terre, il est important aussi de remettre les bons mots sur les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on veut pas faire peur à son électorat, quand on veut garder son électorat, être élu pour le prochain mandat, on a du mal à parler de réfugiés climatiques. On a du mal à parler de sobriété énergétique et de perte de pouvoir d'achat et de perte du PIB. C'est pour ça qu'à la COP, dans les présentations, les pavillons étatiques, on n'a jamais ou quasiment jamais entendu parler de sobriété énergétique. On n'a jamais entendu parler, en tout cas du côté de la France, ou quasiment pas, des réfugiés climatiques. Et du fait que leur nombre va absolument exploser dans les prochaines années du fait du réchauffement climatique. Ouais. Et la distance, elle se fait là, je pense, entre les générations peut-être un peu plus jeunes ou les personnes plus engagées, qui peuvent être de toutes générations confondues, et les personnes qui ont à charge de prendre des décisions et qui ont à charge d'être élus, par exemple, pour l'année prochaine. C'est qu'il faut absolument que des observateurs et des observatrices soient là pour remettre les bons mots sur les bonnes choses. Et on dit qu'il faut prendre une décision donc, à l'échelle internationale pour qu'on fasse une réelle différence aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Mais là, on a fait face à un échec. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que ça implique pour qu'on arrive à vraiment changer les choses ? Comment faire ? Mais il n'y a pas de réponse en fait. C'est peut-être pas à nous de l'apporter. La réponse, je crois que personne ne l'a vraiment pour l'instant. Moi, si je peux commencer par là, c'est que forcément, il va nous falloir beaucoup de volonté politique. Beaucoup. Quand je disais effectivement que les hommes et femmes politiques ont peur de parler de sobriété énergétique, pour moi, ce sont des mots qui devraient entrer dans le débat, qui doivent être au cœur. Le réchauffement climatique, ces enjeux-là, ils doivent être au cœur de la prochaine élection présidentielle. Ils doivent être au cœur des prochaines élections régionales, prochaines élections départementales, ministérielles, etc. Ce genre de choses, il faut qu'on arrive à les intégrer dans notre dialogue politique pour avoir des plans d'action nationaux qui pourront ensuite inspirer ou aider d'autres nations voisines. Alors au sein de l'Europe, on a un microcosme qui est absolument incroyable. Et on peut utiliser ce microcosme. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces enjeux-là, mais on peut imaginer beaucoup via la finance, par exemple, les taxes, la redistribution des richesses au sein même de l'Europe, et s'inspirer de ses voisins, malgré tout. Il y a des choses qu'on fait très bien, il y a des choses qu'on fait moins bien que les Allemands. Les Allemands ont encore beaucoup trop de charbon. Nous, on a pas mal de nucléaire. Et il est temps de repenser l'interdépendance et l'interconnexion de tous ces pays. Et à l'échelle d'Europe, il est très facile, je m'avance un peu, mais on est capable de penser une interconnexion suffisante en parlant d'énergie, par exemple, pour arriver à diriger les flux de chaque pays. Quand l'un produit trop, l'autre produit pas assez, on redirige les flux énergétiques. C'est qu'un seul petit exemple parmi d'autres. Mais il est important pour moi d'avoir à un moment réussi à faire entrer, ce qui n'est toujours pas le cas, les grandes questions du réchauffement climatique, soit la sobriété, pour moi, l'extrême sobriété et l'égale répartition, ou alors une meilleure répartition des richesses, la justice sociale, la justice environnementale. Une fois que ça, ce sera rentré dans le dialogue politique, alors on pourra véritablement discuter au sein de nos pays et avec les autres pays autour de nous, de ces enjeux-là. Pour ma part, je crois beaucoup en la sensibilisation de tout le monde. Je pense que ça se fait très jeune parce que forcément les anciennes générations ils se disent de toute façon nous demain on meurt quoi. Donc dans tous les cas démerdez-vous si je peux le dire. Donc je crois beaucoup à la sensibilisation et c'est ce que a essayé de faire la fresque du climat à la COP
Ils étaient présents, ils avaient leur petit coin de stand à côté du pavillon français, donc ils fresquaient. C'est en fait un atelier normalement de 3 heures. Sauf que là, ils avaient fait une version courte, la fresque quiz, donc ça permettait à ceux qui passaient en fait devant le pavillon de s'atteler à la tâche. Et en fait, cette fresque normalement de 3 heures permet de vraiment comprendre en condensé les enjeux du climat, le pourquoi, comment, et il n'y a pas réellement de solution à la fin, mais ça permet vraiment à chaque personne qui participe à l'atelier de réfléchir et essayer de trouver des solutions en commun, que ce soit individuel, personnel et sur le point collectif. Donc ça, j'y crois, enfin j'essaye d'y croire, je me dis peut-être que ça sera l'espoir que tout le monde soit sensibilisé à la fin, mais ça commence à grandir en tout cas sur la fresque du climat. Et ensuite, comme l'a dit Yanis, à la COP, on n'a pas réellement parlé de décroissance soutenable, ce qui est un point sensible. Sensible parce que on ne peut pas parler de ça alors qu'on est encore en crise économique aujourd'hui, surtout après le post-Covid. Ouais. Alors j'ai une question qui va peut-être être un tout petit peu plus orientée sur impact pour conclure. Mais est-ce que vous avez des nouvelles idées d'action à mener, vu que vous êtes quand même l'asso de respect de l'environnement GEM? Est-ce que vous avez des nouvelles idées d'action à mener? Est-ce que ça va influencer aussi les projets à venir pour l'asso? Alors, pour le coup, en tant que nouvelle responsable RSE d'Impact, j'ai lancé depuis septembre vraiment les formations de la fresque du climat, comme on en parlait tout à l'heure. Et du coup, notre objectif, c'était de fresquer tout le monde, enfin toute l'asso Impact, donc les 90 membres, pour que en fait, tout le monde soit sur le même pied d'échelle, vraiment que tout le monde ait les bases, pour que tout le monde ait la même formation en tout cas. Surtout les petits 1A qui viennent d'arriver. En plus, ça fait un bon team building. C'est un atelier de créativité, etc. Enfin, il faut dessiner et tout. Donc ça, on l'a fait justement jeudi dernier. Et ça a beaucoup plu. On le refait mercredi prochain. Donc ça, c'est un gros projet et qui se développe à GEM. Grâce au comité Sustainability justement. Avec le pôle résilience, on travaille avec le comité Sustainability, du coup on le copilote, donc c'est tout ce qui est dynamique interne RSE de GEM, donc on essaie vraiment de faire bouger les choses. Par exemple, il y a des groupes de travail sur le zero waste, par exemple, c'est pour ça qu'à la cafette il n'y a plus de gobelets plastiques, du coup réutilisables, donc ça c'est grâce au comité et à Impact. Donc on essaie de faire bouger les choses à notre petite échelle. Après... c'est à voir sur les prochaines années, je sais pas. En tout cas, on essaye. Et un autre point sur lequel la COP a forcément, on va dire, acéré notre regard, c'est notre formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'alternatives existent. Je prends l'exemple des modèles économiques. On nous apprend beaucoup les modèles néoclassiques, Keynes, etc., etc. Il en existe en fait beaucoup d'autres. Le pluralisme des enseignements, pour moi, peut aider beaucoup à la compréhension des enjeux d'aujourd'hui et peut créer de nouveaux talents, comme le dirait la direction, pour les entreprises de demain. Parce que pour penser un monde qui change, et il est en train de changer, il faut qu'on soit là, nous, aujourd'hui en tant qu'étudiants, demain en tant qu'activistes, en tant que membre d'association et la semaine prochaine en tant que membre d'une entreprise, créateur, etc. Il faut qu'on soit là pour supporter ce changement et pour arriver à trouver de nouvelles idées. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit formé à ces enjeux-là, aux enjeux du changement climatique, qu'on comprenne le monde dans lequel on vit et qu'on comprenne également les différentes alternatives qu'on a. La décroissance, par exemple, c'en est une. Aujourd'hui, le travail du comité Sustainability, et notamment du pôle Sustainability, il est très apprécié parce qu'il propose de nouvelles alternatives, la fresque du climat par exemple et le passeport Sustainability, qui permet de se former. Ce sont des modules facultatifs que tout le monde peut faire. Moi personnellement, si une petite note un peu personnelle, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait plus et surtout que ce soit un peu moins facultatif. Il est compliqué, c'est certain, dans un monde d'école de commerce où on est toutes et tous sursollicités à gauche, à droite, partout, d'arriver à intéresser tout le monde à des sujets qui, de prime abord, sont pas forcément très joyeux, c'est vrai, j'avoue. Mais il faut qu'on arrive à, au moins, impulser une dynamique de compréhension de ces enjeux-là chez l'entièreté des étudiants et des étudiantes de GEM. Et ça passe notamment par la formation des professeurs et du corps enseignant. Et c'est des demandes qu'en fait on a fait à la délégation française et la délégation européenne, puisque lors de la COP, les organismes accrédités peuvent faire des demandes officielles.
Et dans ces demandes-là, il demande au gouvernement français d'accompagner, d'aider et surtout de demander aux établissements de l'enseignement supérieur et universités de former leur corps enseignant afin qu'on ait l'entièreté des étudiants et des étudiantes qui puissent comprendre ces enjeux-là au plus tard en 2023. Et donc c'est pour ça que je remercie Micro-ondes de nous avoir donné le micro aujourd'hui. C'est important pour nous de passer ce message-là. Et j'espère par exemple que d'autres associations seront intéressées par le développement de la fresque du climat à GEM, ce genre de choses, pour rapprocher tout le monde de ces enjeux-là. Tout à fait. Moi j'ai un petit message pour l'administration à GEM. Baissez le chauffage. C'est fou, on a les fenêtres ouvertes toute la journée. J'ai des migraines, j'ai cours vendredi prochain de 9 à 20h. J'appréhende. Il fait trop chaud et on réchauffe la rue. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est le problème que le comité est au courant. Sauf qu'en fait, c'est pas eux, c'est pas GEM, parce qu'ils louent, c'est justement, les locaux ne sont pas à GEM. Ok. Du coup, c'est une entreprise qui se charge du chauffage. Et ça fait quelques années que ça a été remonté, mais ils peuvent rien y faire, entre guillemets. Mais c'est de l'ordre de la maltraitance, quoi. On souffre. D'où l'importance de faire... Voilà. Il faut faire remonter ça. Il faut faire remonter Mais ça. c'est pour ça, je sais que l'administration nous écoute. Donc c'est un message qui leur est adressé. Eh bien, merci beaucoup, GEM-ONU, merci Impact, Yuna, Alicia, Yanis. On était ravis de vous avoir sur nos ondes. On était ravis d'y être. De même. Également. Voilà, alors on conclut souvent avec une phrase qui dit que Micro-ondes est la radio qui réchauffe. Dans le contexte c'est un du peu réchauffement dommage dans ce climatique, contexte. Peut-être un peu moins adapté. C'est ça. Qui réchauffe Ironie. l'espoir, qui réchauffe Mais les cœurs. on réchauffe les cœurs. On réchauffe les cœurs et pas la planète. Voilà. C'est parfait. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous. À Merci bientôt. beaucoup.